Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau concept où je vais te présenter un monument particulier, soit par son histoire, par son architecture, ou encore car elle est unique en son genre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des châteaux de la Loire, le château de Blois. L'émission n'a pas encore de nom, donc n'hésite pas à en donner un dans les commentaires et à me dire ce que tu penses de ce concept. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! L'histoire de ce château commence dans les années 1200, et en 1214, le château des comtes de Blois est construit. À cette époque, il est relativement petit et n'est pas encore un château royal. Il faudra attendre Louis XII pour qu'il en devienne un. Ce roi est né à Blois, il est très attaché à ce lieu, il va donc décider de s'y installer 4 mois par an. Ainsi, le château devrait être grandement modifié, et c'est en 1509 que commencent les travaux de rénovation. Une partie de l'ancien château est détruite et reconstruite selon les souhaits de Louis XII. À ce stade de la vidéo, un petit rappel sur les rois de France me semble important. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux directement passer à la suite de la présentation du château en allant à ce timecode. Comme je vous le disais, le château de Blois devient royal sous le règne de Louis XII. C'est donc ici que commencera notre voyage dans l'histoire. Louis XII devient roi de France à la mort de son cousin Charles VIII en 1498. Il régnera jusqu'à sa mort en 1515. En l'absence de descendant direct, c'est son cousin et gendre, François Ier, qui prendra la tête du royaume. Nous reviendrons plus tard sur leur lien de parenté. François Ier perdra son premier fils avant sa mort en 1547. Ainsi, c'est son deuxième fils Henri II qui héritera du trône. Il se mariera à la célèbre Catherine de Médicis et ils auront ensemble 10 enfants, dont 3 mourront jeunes. À la mort de Henri II en 1559, son fils aîné François II lui succède. Il a à l'époque 15 ans et son règne ne durera qu'un an, et en 1560, c'est son frère, Charles IX, qui devient roi de France. Quand il prend le pouvoir, il n'a que 10 ans, c'est donc sa mère, Catherine de Médicis, qui sera la régente et qui gouvernera le pays. Le règne de Charles IX durera 13 ans. À sa mort, il n'a pas de fils, mais une fille. À cette époque, en France, la loi salique s'applique. Celle-ci stipule que ne peuvent prendre le pouvoir que les mâles héritiers par les mâles. Henri III va alors prendre la place de son frère sur le trône. C'est donc le troisième fils de Henri II à être roi de France. Lorsqu'il est assassiné en 1589, il n'a pas de fils et son dernier frère est décédé 5 ans auparavant. C'est un cousin éloigné, Henri IV, qui prendra sa place. Il fallut remonter loin sur l'arbre généalogique de Henri III pour trouver un nouvel héritier légitime. Et la raison de cela, nous l'avons vu auparavant, c'est la loi salique. Après Henri IV, c'est Louis XIII qui deviendra roi en 1610. Pendant 28 ans, il n'aura pas d'enfant et c'est donc son frère Gaston d'Orléans qui sera l'héritier légitime. Arrêtons ici cette phase historique et replongeons-nous dans l'histoire du château de Blois. Nous avons vu qu'il a été agrandi une première fois sous Louis XII. François Ier va ensuite en hériter, à la mort de son cousin. Il va faire construire une nouvelle aile, l'aile François Ier. Cette aile est construite dans un style de première Renaissance, inspiré de la Renaissance italienne. On peut notamment remarquer à l'intérieur quelques imperfections qui témoignent de la nouveauté de ce style en France. Le nouveau bâtiment est remarquable par un escalier en vis construit à l'extérieur, en son centre. Cet escalier permettait à François Ier de voir et d'être vu par sa cour. Aujourd'hui, il se trouve que l'escalier est légèrement excentré. En effet, lorsque Louis XIII est roi de France, il offre le château de Blois à son frère Gaston d'Orléans en 1635, ceci sera son cadeau de mariage. Gaston est à ce moment l'héritier du roi, il veut donc le raser pour le reconstruire et en faire quelque chose de plus grand pour montrer sa puissance. Ainsi, à cette époque, un tiers de l'aile de François Ier est rasé pour construire l'aile de Gaston. Celle-ci est construite dans un style classique. Cependant, un heureux événement va modifier les plans de Gaston. En 1638, seulement 3 ans après le début des travaux, Louis XIII a enfin un enfant. Gaston d'Orléans perd tout d'un coup, à la fois le statut d'héritier et les subventions qui vont avec. Sans argent, le chantier est obligé de s'arrêter. On en voit encore les marques aujourd'hui. Le raccord entre les deux ailes ainsi que les piliers qui soutiennent le premier étage du bâtiment n'ont jamais été finis. Pendant les siècles qui ont suivi, le château a été abandonné, trop cher à entretenir. Il sera plus tard transformé en caserne, ce qui le sauva de la ruine. En ce qui concerne l'intérieur du château, comme pour tous les châteaux de l'époque, en l'absence du roi, le château était vide. Les murs et les sols étaient tous recouverts de tapisseries et de carrelage. Ceci permettait d'isoler et de montrer la richesse de l'habitant. Voyons quelques particularités de ce bâtiment. Tout d'abord, la pièce qui reste du premier château mesure 540 mètres carrés. Sa taille la rendait idéale pour les grandes assemblées. Elle a d'ailleurs accueilli les états généraux, dont les états généraux de 1588. La charpente de cette pièce a d'ailleurs été datée des années 1200, ce qui est remarquable. On peut également voir que les bâtiments sont marqués en de nombreux endroits des emblèmes de leurs commanditaires. Ainsi, les bâtiments de Louis XII sont marqués du porc-épic et ceux de François Ier de la salamandre. On croyait à cette époque que cet animal était capable de cracher du feu ou bien de l'éteindre. Les deux emblèmes sont accompagnés d'une hermine.
symbole de la Bretagne. Et la raison de sa double présence, nous l'avons déjà évoquée. Tout à l'heure, nous avons dit que François Ier était à la fois le cousin et le gendre de Louis XII. Louis XII était marié à Anne de Bretagne. Ensemble, ils n'ont pas eu de fils, mais une fille, Claude de France. Afin de s'assurer que l'alliance entre la France et la Bretagne perdurait, Claude fut marié à François Ier. Ainsi, l'hermine à côté du porc-épic représente Anne, et celle à côté de la salamandre représente Claude. Autre élément remarquable, lorsqu'on restaure les châteaux, et surtout dans les premiers temps, les éléments extérieurs abîmés sont démontés et stockés à l'intérieur, à l'abri de la pluie et des intempéries. On voit ainsi dans certaines pièces du château des gargouilles qui servaient de gouttières ou des décorations de fenêtres. Enfin, il serait possible de raconter bien des histoires sur ce château, comme sur tous les châteaux de France. Et j'aimerais conclure cette vidéo par une histoire qui a particulièrement marqué ces lieux. C'est celle d'un double assassinat. Comme nous l'avons vu auparavant, le château de Blois possédait une grande salle idéale pour recevoir les états généraux. C'est une assemblée qui réunissait des représentants de tous les ordres autour d'un sujet. En 1588, sous Henri III, les guerres de religion font rage. Elles opposent protestants et catholiques depuis 1562. À cette époque se dessine dans le paysage politique une forte division sur qui devrait hériter du trône. Henri III n'ayant pas de descendant direct, la loi salique désigne celui qui deviendra plus tard Henri IV comme héritier légitime. Cependant, celui-ci est protestant, et les ultra-catholiques souhaiteraient un autre roi. Le duc de Guise se trouve être un parfait candidat. Le voyant comme une menace, Henri III a un plan. Il convoque donc les états généraux et s'assure de la présence de son rival. L'ordre du jour sera de chercher une solution au conflit qui oppose protestants et catholiques. Pendant les états généraux, le roi va convoquer le duc dans ses appartements. Le duc sera attaqué et assassiné par 8 gardes. Il fallait au moins cela pour venir à bout de ce colosse de plus de 2 mètres. Cette scène a lieu le 23 décembre, et le 24, le roi fait enfermer et assassiner le frère du duc. Cet acte fut revendiqué par Henri III afin d'envoyer un message fort à ses rivaux. Je suis encore le roi. Cependant, la date de 1588 en rappelle une autre. En 1589, le règne de Henri III prend fin. Il est assassiné par un moine, mais ceci, c'est une autre histoire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un pouce en l'air. S'il y a d'autres monuments dont tu voudrais m'entendre parler, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu es nouveau, bienvenue, et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao.